Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Parlons du Togo. La croissance économique pourrait atteindre 7% en 2030 selon la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a dévoilé la toute première édition de son rapport sur les perspectives économiques du Togo. Rapport intitulé « Libérer le potentiel de croissance du Togo ». C'était ce mercredi 25 octobre. Dans ce rapport, la Banque revient sur les progrès réalisés par le Togo au niveau de la croissance, une croissance économique estimée à 5,2% pour les années 2023 et 2024, mais le rapport, ou bien les prévisions sont encore plus optimistes pour 2025 avec une croissance qui pourrait atteindre 5,8% et voir une stabilisation autour de 7% pour les années à venir, c'est-à-dire à l'horizon 2030. Et pour atteindre cette stabilisation voulue à 7% en 2030, il faut mettre en œuvre des réformes structurelles, réformes qui passent entre autres par la croissance ou bien les réformes au niveau du secteur agricole. Et l'une des priorités est la sécurisation et l'accès aux terres, un levier pour stimuler l'investissement, améliorer la productivité et accroître la compétitivité du secteur. De plus, le développement de l'agriculture irriguée est indispensable et requiert des investissements conséquents. C'est ce qu'a déclaré Marc Stocker de la Banque mondiale qui a présenté d'ailleurs ce rapport. Alors, Constant Lemou, le Togo est sur la bonne voie en matière de croissance économique. On estime cette croissance à l'horizon 2025 à 5,8 et à l'horizon 2030 à 7%. Oui, c'est une bonne nouvelle, disons, pour notre pays. Et nous disons que ces informations et ces projections nous font rentrer dans l'espoir que nous irons de mieux en mieux dans notre pays. Quand on parle de croissance économique, cela induit le bien-être de la population forcément, parce qu'on ne peut pas parler de croissance si cela n'impacte pas la vie quotidienne des Togolais. Et avant de parler des facteurs qui vont aboutir ou qui peuvent nous porter à cette croissance, qui peuvent porter notre économie à 7% de croissance à l'horizon 2030, il faut déjà voir les facteurs qui ont permis d'atteindre 5,2%. Les différentes réformes que le gouvernement a courageusement engagées, les investissements qui ont été faits et les ouvertures possibles, les chances données aux initiateurs privés, au secteur privé d'entrer fortement dans l'économie nationale. C'est tous ces efforts-là qui ont donné cette croissance qui a atteint 5,2% cette année et je vais parler de 2023 et qui seront portés à 5,8 en 2024. 25. Alors, 2025, pardon. Et d'ici 2030, nous avons environ 6 ans pour pouvoir réaliser cette performance. Il faut avouer que dès l'adoption du plan national de développement, on pouvait espérer mieux. On pouvait espérer atteindre un taux de croissance économique à 2 chiffres, mais c'était sans compter avec les chocs qui sont intervenus l'un après l'autre, notamment la crise covidienne et puis la guerre en Ukraine qui sont venus perturber l'élan de tout du monde entier. Nous sommes rentrés dans une conjoncture économique. Heureusement, notre économie s'est montrée suffisamment résiliente. Nous n'avons pas connu de recul, mais nous avons vécu une certaine stabilité et des indicateurs qui montrent un élan de croissance. C'est déjà vraiment à l'actif du gouvernement et du président de la République. Ils sont à féliciter et à encourager et nous devons les accompagner dans les différentes réformes. Lorsque nous prenons le domaine agricole, qui est le sujet économique, disons, le plus grand en vue actuellement, où il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, des réformes, nous allons comprendre qu'on veut faire de ce secteur le poumon principal du développement de l'économie. Et il faut lire derrière le récent remaniement du gouvernement et les portefeuilles de sécurisation du domaine foncier, la question de l'eau, la maîtrise de l'eau. On ne peut pas parler de développement de l'agriculture dans nos pays ou même dans aucun pays du monde s'il n'y a pas la maîtrise de l'eau. Si une agriculture dépend
du ciel, hein, eh bien, on serait exposé à tous les aléas. Au-delà d'offrir de l'eau potable aux populations, je pense que la question de maîtrise de l'eau, donc pour le développement de l'agriculture, la question de la maîtrise du foncier, la sécurisation du foncier participe beaucoup au développement du domaine agricole. Maintenant, les investissements concernant la mécanisation de la production fait énormément augmenter cette production et ça fait accroître naturellement le produit intérieur brut et partant donne de très bons indicateurs pour atteindre 7% de croissance à l'horizon 2030. En tout cas, pour vous, les indicateurs sont là pour atteindre cette croissance. Adam Adjranou, la croissance économique du Togo est sur la bonne voie. En tout cas, les indicateurs sont positifs pour le pays. 5,2 2023-2024, 5,8 2025. On pourrait atteindre même 7% hein, bien sûr. À l'horizon 2030, si les indicateurs sont toujours positifs et si les réformes sont maintenues. Oui, ça, c'est ce que dit la Banque mondiale. Oui, tout à fait. Vous savez, d'abord, moi, je ne cesse de le dire. C'est le Premier ministre Ahmed Zounou et voire même Humbo qui ont toujours l'habitude de le dire, que les réformes que le Togo entreprend sont d'abord faites pour la population, dans l'intérêt de la population. Donc, si aujourd'hui, il y en a au sein de la population qui estiment qu'en réalité, je pense que ces bons points n'ont pas véritablement d'impact, mais il faudrait donc commencer quelque part. Et comme véritablement M. Lemou l'a dit, je pense qu'il est revenu sur beaucoup d'autres aspects qui permettent réellement donc au Togo de pouvoir s'auto-évaluer, puisqu'il y a également des mécaniques qui permettent de le faire, mais également de s'évaluer par rapport aux indicateurs internationaux. Puisqu'aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de dire, aucun pays ne puisse rester aujourd'hui dans l'autarcie. C'est toute une sorte de compétitivité. Et la compétitivité également fait partie de 5 projets prioritaires financés par la Banque mondiale. À part le développement humain et l'agriculture, il y a la compétitivité, mais également le développement durable également qui est pris en compte. Ceci étant dit, il faudrait quand même que la population également sache que c'est le Togo et la Banque mondiale qui sont convenus de pouvoir donc évaluer la performance donc de ces projets-là financés par la Banque mondiale et de pouvoir donc faire en sorte qu'on puisse avoir des meilleurs mécanismes pour pouvoir orienter ces projets-là dans l'intérêt de la population. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui et vous l'avez dit en essayant de pouvoir énumérer un certain nombre de chiffres qui plaident en faveur d'une bonne option ou d'une option choisie qui permettent véritablement donc de le dire comme tel. Donc c'est tout à fait normal que la population sache. Aujourd'hui, on nous dit que le portefeuille de la Banque mondiale a connu une augmentation d'un peu plus de 701 milliards de francs CFA par rapport aux périodes écoulées. Mais essentiellement, vous savez, le gouvernement a mis en place la feuille de route gouvernement 2020-2025 qui permet de pouvoir donc séquencer en réalité ces projets prioritaires-là qui vont dans le sens de l'intérêt de la population. Et c'est en réponse donc à cette feuille de route-là que les investissements ou le portefeuille financier de la Banque mondiale oriente dans ces projets, ou le gouvernement oriente dans ces projets-là. Donc l'évaluation-là est faite pour démontrer ou regarder véritablement l'appréciation que l'on fait par rapport à ces orientations liées donc à ces objectifs prioritaires contenus dans la feuille de route du gouvernement. Et je pense que si le représentant résident de la Banque mondiale est revenu sur ces aspects-là pour dire que voilà, le Togo a eu de bons points, que les gens ne pensent pas que ces points-là sont mis en avant justement pour une sorte d'autosatisfaction, puisque de toutes les façons, il est toujours dit, le Togo aime s'auto-flageller. Mais au même moment, ces points-là sont mis en avant pour démontrer en réalité que l'appréciation, l'évaluation de ces projets-là vont toujours dans l'intérêt de la population. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on viendra distribuer à la population. C'est vrai. Et également, ce n'est pas les secteurs dans lesquels tout le monde s'y attend. Pour certains, il faudrait quand même que le panier de la ménagère, certains axes qui reviennent, mais il faudrait quand même partir du fait que quels sont les projets qui sont financés par ce portefeuille de la Banque mondiale. Comme je l'ai dit, il y a 5 actes prioritaires donc, qui sont financés par
le portefeuille de la Banque mondiale. Mais là, on parle de la croissance économique générale. On ne parle pas seulement de certains secteurs oui, projets. c'est ce que je dis. Mais tout ça là, on donne des impacts sur cette croissance générale. Parce que de toutes les façons, c'est pourquoi je le dis, il est très important que l'on puisse donc avoir un accent mis sur la question. Parce que pour certains, c'est vrai, tout contribue à la croissance, mais au même moment, il y a des projets prioritaires qui sont... Tout viendra. Quand on dit en 2030, on peut atteindre 7%, ça voudrait dire que c'est évolutif. Et les années durant, parce que le gouvernement, on dit 2020-2025. Après 2025, il y aura quand même d'autres projets, programmes qui prendront en compte certains secteurs où la population ne voit pas l'intérêt, où pratiquement, ils pensent que lorsqu'on parle d'une croissance générale, il faudrait fondamentalement avoir, c'est un souhait de tout le monde, que tous les secteurs puissent avoir, disons, une plus-value dans ces financements-là. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même avoir raison garder et avoir de la parcimonie, parce que tout est fait en ce sens que tous les ans, mais il y a quand même des priorités dans les priorités qui sont contenues dans ce portefeuille-là financé. Voilà pourquoi je dis, il y a 5, c'est bien indiqué qu'il y a 5 secteurs dans lesquels ces orientations-là sont faites. Et c'est par rapport à ces 5 secteurs-là que l'évaluation a été faite, l'appréciation a été faite, même si l'impact touche pratiquement la croissance généralisée. Alors, cette croissance généralisée, quels sont les secteurs dans lesquels on pourrait la remarquer? Parce que quand on parle de croissance économique, ce n'est pas seulement un aspect, même si cette croissance est réinvestie en tant qu'investissement dans un secteur peut-être prioritaire, il faudrait qu'on distingue, qu'on sache que dans ce secteur, quand même, ça va bien. Quels sont ces secteurs-là aujourd'hui? Nous prenons par exemple l'un des secteurs financiers, c'est les infrastructures. Et vous convenez avec moi, lorsqu'on parle des infrastructures, lorsque des zones aujourd'hui ont une agglomération où il y a des routes qui sont bien tracées, vous convenez avec moi, lorsque nous prenons l'agriculteur qui va finir par récolter ses produits, il n'y aura pas tellement de difficultés à pouvoir donc transiter ou permettre à ceux qui vont les acheter de pouvoir donc rallier ces localités-là. Donc, de toutes les façons, c'est investi dans les infrastructures, mais au même moment, l'impact est vu partout ailleurs. Il y a le commerçant qui tire meilleur profit. Il y a d'ailleurs même les usagers de la route qui tirent meilleur profit. Vous en souvenez, aujourd'hui, le débat est là, aujourd'hui, pendant où pratiquement ceux qui sont dans les zones reculées aujourd'hui disent, évidemment, lorsque tu prends ta route de par exemple, à Dido-Gomé, et à Dido-Gomé-Yokwe, pour rallier le goudron, tu vas t'énerver que tu as même acheté une voiture. Justement parce que si aujourd'hui on investit dans ces infrastructures-là, tout le monde gagnerait. Il y a également, nous parlons du domaine de la compétitivité. La compétitivité enseigne également à d'autres secteurs. On parle également du développement humain et des projets de programmes portant sur des investissements, etc. Les 5 projets, grosso modo, qui sont donc évalués. Mais lorsque vous les prenez, vous constaterez également que la plus-value est vue pratiquement dans des secteurs qui ne sont pas tout de suite évalués comme tels, mais qui ont quand même eu des impacts liés donc à ces investissements-là. Alors, Constant Lemou, que dites-vous de cette croissance dont on nous parle, croissance à 5,2% pour 2023-2024, 5,8% pour 2025, jusqu'à 7%, stabilisation à 7% pour 2030. Qu'est-ce qui permet aux citoyens de mesurer en fait cette croissance-là et de savoir qu'il y a quelque chose qui se fait? Parce que généralement, quand on vient donner les chiffres, il y avait telle croissance, tel degré de croissance, on se dit, mais qu'est-ce que nous remarquons, qu'est-ce que nous vivons pour savoir qu'effectivement il y a une croissance, pour ne pas se dire que les gens sont allés inventer des chiffres, venir faire une conférence de presse pour annoncer des chiffres sortis de nulle part. Il y a des indices. Toi et moi, nous ne pouvons pas sortir du jour au lendemain des chiffres de croissance économique. Ah, bien sûr. Nous vivons cette croissance d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui permet aux citoyens lambda de savoir qu'il y a cette croissance? Lorsque vous prenez l'augmentation du budget, par exemple, c'est sur la base des facteurs de production interne essentiellement que le budget est estimé. Et là, sauf les chocs qui viennent perturber, régulièrement, ces budgets sont exécutés avec des excès dans la collecte, par exemple, des recettes. Ça veut dire qu'en interne, il y a toujours une dynamique de production et d'augmentation du produit intérieur brut. Ce qui permet naturellement aux différentes structures, aux régies de recettes par exemple, de réaliser plus de performances que les prévisions. Mais lorsque nous venons à constater une réalisation inférieure
à la prévision, il faut aller chercher les causes dans les chocs qui seraient intervenus pour annuler peut-être les efforts. Mais ici, nous avons de fortes raisons d'espérer que nous allons atteindre 7% ou même dépasser les 7% de croissance d'ici 2030 si nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Pourquoi je le dis? Il y a une vitesse de croisière, je peux le dire, dans les réformes dans notre pays. Lorsque vous prenez les 42 projets prioritaires qui constituent la feuille de route gouvernementale, c'est vraiment des projets assez pharaoniques, mais pratiques. Et la mise en œuvre est suivie presque au quotidien. Et là, les réformes induites ont un impact direct sur la croissance, donc la production. Mais non seulement la production, vous savez mieux que moi que le pays s'est engagé dans une politique de transformation des produits nationaux, ce qui crée naturellement de la valeur ajoutée et ce qui crée de la richesse intérieure au lieu d'exporter systématiquement. Lorsque nous prenons le côté de la transformation et surtout la mise en place des structures industrielles à travers le pays, mais principalement notre grande plateforme de la PIA, eh bien, nous avons toutes les raisons d'espérer que la production nationale, si on réussit à la transformer sur place, eh bien, elle ne fait qu'augmenter les chances de croissance économique pour notre pays. L'exportation systématique des produits sortis de terre profite plutôt à ceux qui les achètent à vil prix, les transforment et reviennent nous les vendre plus cher. Mais alors, si nous les transformons, c'est nous qui allons gagner la plus-value. C'est de cela. Mais il y a beaucoup d'autres domaines. Le pays est aujourd'hui suffisamment ouvert aux investissements étrangers. Lorsque vous prenez, après l'adoption du plan national du développement et les multiples voyages entrepris par le chef de l'État, les mauvaises langues ont pu dire le président il voyage trop. C'est maintenant nous avons les effets de ces voyages, de mobilisation des partenaires économiques, des investisseurs. Aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale africaine vient confirmer qu'il fallait ces voyages-là pour que le Togo soit ouvert aux investissements privés étrangers et ce qui induit naturellement cette croissance et accompagne de façon soutenue cette croissance est estimée à 7%. Je pense que d'ici 2030, 7% sera le minimum. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont créé, disons, la résilience des populations qui sont rentrées. Lorsque vous prenez par exemple l'intégration des couches plus ou moins vulnérables au crédit, permettre l'accès des populations au crédit, eh bien, cela ne fait que créer la croissance interne de la population, la croissance économique interne. Tous ces éléments, quand on les met ensemble, rien ne laisse croire que nous allons nous limiter à 7% d'ici 2030. En tout cas, moi, j'espère mieux. Si rien ne vient perturber cette dynamique-là. En tout cas, espérer mieux, c'est peut-être aller plus de 8, 8, pourquoi pas atteindre 2 chiffres? Peut-être 10 chiffres. Pourquoi pas atteindre 2 chiffres? On attendra de voir. Nous avons du potentiel, nous avons une population jeune. Il faut seulement renforcer la capacité de production de cette main-d'œuvre jeune. Par les formations de renforcement, les formations dans des métiers porteurs, leur donner les compétences professionnelles nécessaires, eh bien, nous allons faire un bond qualitatif d'ici 2030. Alors, est-on sur la bonne voie? Parce que parmi les priorités citées par l'économiste en question, Mark Stoker, il faut aussi miser sur le secteur agricole avec une sécurisation et une disponibilité des terres cultivables. Il a parlé du développement de l'agriculture irriguée et qui est indispensable aussi et ce qui requiert des investissements conséquents. Sommes-nous sur la bonne voie aujourd'hui, surtout dans le secteur agricole? On sait que c'est un secteur important pour
le chef de l'État, il a voulu, il avait dit lors de son interview accordée à notre chaîne lors de la célébration de la fête de l'indépendance, qu'il voudrait qu'on ait aussi des cultivateurs, des agriculteurs milliardaires. Est-on proche de cet objectif aujourd'hui avec cette estimation de croissance à 7% à l'horizon 2030? Vous savez, je pense que les expressions de l'économiste allient en réalité les fondamentaux du chef de l'État qui sont contenus pratiquement dans son programme de société en 2020. Lorsqu'il il avait fait le tour du pays, c'est ce qui a d'ailleurs même motivé le fait qu'aujourd'hui, et on a commencé déjà par avoir les impacts, il a dit chaque région n'a pas les mêmes potentialités, donc il faudrait faire en sorte que chaque région puisse avoir ses projets et programmes. C'est en cela même qu'on a les écoles, les universités qui sont en train d'être sont orientées dans ce regard-là. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui, on a tendance à comparer nos pays avec des pays asiatiques pour lesquels nous sommes partis sur les mêmes pieds d'égalité, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau que nous, pays africains, nous n'avons pas atteint. C'est justement parce qu'ils ont focalisé l'attention sur l'agriculture. Et je pense qu'ils sont aujourd'hui des modèles, en ce sens qu'on pense que nous avons des terres à l'âme. Nous avons beaucoup de la jeunesse qui est assez... Nous avons une jeunesse assez performante et que nous avons les terres rares. Il faudrait fondamentalement avoir des projets, programmes qui sont orientés vers ce secteur-là pour motiver. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Motiver la jeunesse à savoir que au niveau du secteur agricole, il y a quand même des ressources, il y a de la potentialité à pouvoir tirer compte tenu du fait qu'il faut mécaniser cette agriculture-là. Par le passé, ce n'était pas un secteur assez attrayant compte tenu du fait que c'était rudimentaire et que nous l'avons toujours pratiqué en faisant en sorte que nous avons une agriculture qui permet juste de se nourrir. Mais aujourd'hui, il faudrait que cette agriculture-là aille plus loin. C'est en cela que lorsque vous prenez ces projets, ces grands projets prioritaires, il y a 7 nationaux, 9 sous-régionaux, mais également des appuis budgétaires en ce qui concerne les financements, lorsque nous les prenons d'une manière globale concernant donc la Banque mondiale. Et lorsque vous prenez ces projets nationaux, nous avons donc une grande partie qui concerne donc l'agriculture. Mais lorsque nous allons au niveau régional, où nous avons également près de 9 projets, où le Togo également a su quand même pouvoir tirer meilleur profit de ces projets régionaux-là, nous avons également la question agricole. Donc, ça voudrait dire que les projets les plus aptes à être financés aujourd'hui et qui rassurent au niveau international, ou lorsque nous prenons donc ces institutions de Bretton Woods, c'est justement l'agriculture qui est ou par contre à l'interne, nous n'avons pas beaucoup de banques qui financent l'agriculture. Or, le gouvernement ou le gouvernement lui-même se porte garant. Il y a des institutions qui le font pour porter garant et permettre donc à la jeunesse de pouvoir avoir les financements nécessaires. Clairement, y a-t-il des chances aujourd'hui pour que notre agriculture soit modernisée et nous porte à ce degré 7% de croissance à l'horizon 2030? Y a-t-il des chances aujourd'hui? Tout à fait, ça a commencé. Et lorsque vous faites un déplacement à l'intérieur du pays, vous constatez véritablement que ça a commencé par avoir des impacts. Le Togolais s'intéresse-t-il aujourd'hui à l'agriculture, du moins dans sa forme actuelle? Oui, je pense que de plus en plus, le Togolais a compris que l'agriculture est un secteur porteur. Et les jeunes qui osent ont des résultats. Ils sont accompagnés aujourd'hui. D'autres initiatives nouvelles accompagnent la production agricole. Les structures de transformation sont en train d'être mises progressivement en place. Alors, on veut faire de l'agriculture le véritable poumon du développement économique. Lorsque nous consommons ce que nous produisons, eh bien, nous avons toutes les chances d'inverser la balance commerciale. Notre économie cessera d'être extravertie. Notre budget cessera d'être dépendant de l'extérieur. Et là, nous pouvons dire nous sommes vraiment un pays indépendant et nous pouvons envisager les grands axes de développement. Si nous continuons de dépendre de l'extérieur, eh bien, nous pouvons être sûrs que les chances de développement seront complètement compromises. En tout cas, à l'allure des choses, à l'allure de la mise en œuvre des différents projets prioritaires, en tout cas, je dis, nous avons toutes les raisons d'être optimistes et d'accompagner le gouvernement et le président de la République. Nous avons pour cela, pour atteindre ces résultats, pour tous, sans exception, nous avons besoin de la stabilité politique. Si cette stabilité politique persiste ou perdure, eh bien, le Togo a toutes les chances d'être un pays émergent comme
le chef de l'État nous l'a promis. En tout cas, merci beaucoup à vous pour vos réactions. L'espoir, c'est que le Togo puisse atteindre une croissance stable à l'horizon 2030. Merci pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Comme d'habitude, nous allons conclure avec vos mots de fin. Je commence par vous, Adam Adjonou, vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Bon, un sujet de mon choix, je pense que le sujet qui est lié un peu aux questions que nous venons donc d'aborder, et je pense que M. Lumou l'a dit en parlant donc de la stabilité politique, lors du lancement du Mansa, qui est ce concept-là initié par Alain Foucault et les siens, pour réellement faire en sorte que l'Afrique puisse compter sur ses propres ressources et faire en sorte que son histoire puisse s'exprimer dans le sens du développement et en faveur des Africains. Je pense que l'une des questions fondamentales qui a été posée lors de ce lancement-là était bien évidemment le fait que le Togo bénéficie d'une stabilité politique qui oriente véritablement pour pouvoir venir s'investir au Togo ou s'installer au Togo. C'était l'un des axes prioritaires qui l'ont poussé à venir donc installer ou pratiquement installer ce concept-là en Afrique, même si nous restons de voir véritablement les forces et les faiblesses de cette initiative-là qui, de mon point de vue, allie pratiquement panafricanisme et nationalisme d'un point de vue de faire en sorte que l'Afrique puisse s'exprimer dans un élan de développement lié donc à ses capacités. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, monsieur docteur, c'est un plaisir. Je vais terminer par vous, Constant Lemou, vos mots de fin. Mon mot de fin porte et insiste sur la stabilité politique, parce qu'aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de stabilité politique. Cette stabilité doit permettre de donner aux jeunes les formations indispensables pour participer au développement endogène de nos pays. Nous ne pouvons plus continuer à aller à l'école, à envoyer nos enfants perdre le temps dans des enseignements à caractère général. Il faut orienter les jeunes vers les formations qui donnent des compétences professionnelles dans l'exercice d'un métier donné. Il faut qu'on oriente la formation, l'éducation vers les secteurs de développement. Nous savons de quoi nous avons besoin en Afrique. Nous n'avons plus besoin de satisfaire les statistiques des bailleurs de fonds. Il faudrait qu'on se pose les bonnes questions sur la problématique de développement, qu'on trouve les bonnes réponses, et ces bonnes réponses ne passent pas ne passent pas ailleurs que la préparation de la population active vers la participation, le travail. Merci. Et on ne peut pas travailler si on n'est pas compétent. On ne peut pas s'épanouir dans le travail si on se cherche dans ce que nous devons faire. Partout aujourd'hui, lorsqu'on arrive, on pose la question, qu'est-ce que tu sais faire et dans quel diplôme tu as? J'interpelle les étudiants et il faut que les universités cessent d'être des garderies. Il faut que les universités soient des pôles d'investissement pour produire les compétences nécessaires au développement de nos économies. C'est à cette seule condition que nous pouvons espérer la croissance et le développement de nos pays. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Guillaume. Vraiment, c'est un plaisir de partager sur ce plateau, et nous disons, nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous partageons juste notre point de vue, et il nous plaît beaucoup de continuer de nous inspirer des sujets des grands hommes et de la pensée des grands hommes. Et ces grands hommes, nous en avons suffisamment en Afrique et dans nos sociétés. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, donc de ce programme du soir, ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.